on est parti pour les histoires du jour. Mes amis, cette première histoire, vous allez voir, elle est assez particulière. C'est Théo qui nous la raconte et tout se passe il y a 5 ans. À ce moment-là de sa vie, Théo, il nous raconte qu'il a plutôt bien réussi. Il a un excellent travail, il a une rémunération qui est assez conséquente et grâce à cette rémunération, eh bien, il a pu investir dans plusieurs appartements. Vous vous en doutez bien, il n'a qu'un seul appartement où il vit et le reste, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il les met en location. Un fameux jour, Théo rencontre une famille qui veut louer son appartement pendant plusieurs semaines. C'est pendant les vacances d'été que ça se passe et, eh bien, le matin, il arrive à son appartement et quelques minutes plus tard, la famille arrive. Là, il leur fait un tour du propriétaire, il leur remet les clés, il leur souhaite de bonnes vacances. Il prend sa voiture et il rentre chez lui. Au bout d'une semaine, il envoie un message à la personne qui a loué l'appartement pour voir si tout se passe bien, mais malheureusement, au bout de 2 jours, il n'y a aucune réponse. Bon, il se dit que la famille profite tellement de l'appartement qu'ils se plaisent énormément qu'ils n'ont même pas pensé à répondre à ce SMS. C'est une théorie qui tient, pourquoi pas. Et c'est au bout de 3 semaines, un petit peu avant la fin du séjour, qu'il décide de renvoyer un message pour dire « Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que... voilà. Est-ce que tout va bien ?» Et encore une fois, il ne reçoit pas de réponse. Bon, là Théo, il se dit « Ok, je me remets un petit peu en question, est-ce que j'ai bien fait de leur envoyer 2 SMS pendant leur séjour? Peut-être qu'ils ne voulaient pas être dérangés, peut-être qu'ils l'ont mal interprété ou mal pris. Je ne vais plus les déranger et je me pointerai juste à la remise des clés et à ce moment-là, je leur demanderai si le séjour s'est bien passé. » Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait. 1 semaine et demie après, il va à l'appartement parce qu'ils doivent rendre les clés, mais malheureusement, il trouve l'appartement complètement vide et il n'y a aucune trace de la famille. C'est comme s'ils étaient déjà partis sans rendre les clés. Bon, il se dit, c'est un petit peu bizarre, enfin, ça avait l'air d'être une famille correcte, honnête. Là, on dirait tout le contraire. Il sort de chez lui et par terre, il remarque un trousseau de clés. Donc le trousseau, il se trouve à l'extérieur de l'appartement, dans une sorte de petit parking privé. Et ce trousseau, il doit pas se trouver là. À la base, il doit être remis en main propre au propriétaire. À la limite, pour X ou Y raison, ils auraient pu le laisser au moins dans la boîte aux lettres. Mais là, c'est pas le cas. Le trousseau de clés se trouve au milieu du parking, qui est plus ou moins accessible à tout le monde. Bon, Théo, il trouve ça bizarre. Il ramasse les clés. Il essaye d'appeler la personne qui a loué l'appartement. Et malheureusement, celle-ci ne répond pas. Bon, Théo, il décide quand même de retourner dans l'appartement pour vérifier que rien n'a été volé, que voilà, il n'y a pas des affaires qui ont disparu. Heureusement, tout est en place, mais l'histoire, elle est quand même bizarre. Bon, Théo, il décide de faire un trait sur ce séjour parce que voilà, il n'y a rien qui a été volé, l'appartement a été remis en plutôt bon état, mais le fait que la famille ne lui réponde plus, ça lui trotte un petit peu dans la tête, mais il finit par oublier. L'histoire continue quelques semaines plus tard lorsque Théo a à nouveau une réservation pour ce même appartement. À nouveau, il rencontre la famille pour leur donner les clés en main propre. Il leur fait un tour du propriétaire et il rentre chez lui. Cette fois-ci, la famille est censée rester pour 3 semaines et ça se passe au mois d'octobre. Cette fois-ci, Théo a retenu un petit peu la leçon. Il se dit, je ne vais pas leur envoyer un SMS pour savoir si tout va bien et je vais les laisser m'écrire si toutefois ils ont besoin de quelque chose. Pendant plusieurs jours, Théo n'a pas de nouvelles de la famille, mais un fameux soir, lorsqu'il est dans son lit, qu'il s'apprête à s'endormir, il reçoit un message assez particulier. Ce message, il est envoyé par la personne qui a réservé l'appartement et en gros, il demande si les voisins sont connus pour être très bruyants et si c'est assez fréquent de les entendre comme s'ils étaient dans la même pièce. Parce qu'en fait, dans le message, il est écrit « Les murs sont tellement fins qu'on entend les voisins comme s'ils étaient là ». Bon, Théo, il sait qu'il y a des voisins, que c'est un couple de personnes assez âgées, que normalement, ils sont pas très bruyants. Il leur explique ça, il leur envoie la réponse par SMS et après cela, il n'a plus de nouvelles. Bon, il se dit que tout va bien, la famille apparemment ne se plaint plus. Et arrive le fameux jour de la remise des clés lorsque la famille décide de quitter le logement. Cette fois-ci, la famille est présente sur les lieux, mais lorsque Théo arrive, l'ambiance est assez particulière. Eux qui étaient arrivés avec un très grand sourire sur le visage, ils ont l'air d'être très pressés de quitter le domicile. Théo trouve ça assez particulier, il prend les clés et il s'en va. La journée continue, en début de soirée, Théo se fait à manger, il se pose sur son canapé et il regarde un petit film. C'est au bout d'1 heure, à peu près au milieu du film, que Théo reçoit un SMS sur son téléphone portable. Bon, c'est une heure assez inhabituelle pour recevoir un message. Il déverrouille son téléphone et là il voit qu'il s'agit de la personne qui a loué l'appartement. Ce message est un petit peu particulier parce qu'en gros il dit « Bonsoir, soyez prêts d'ici 10 minutes, je vais passer chez vous, il faut qu'on discute ». À ce moment-là, Théo, il comprend pas trop ce qui se passe, il ne répond même pas au message, et au bout de 10 minutes, quelqu'un sonne à la porte. Il se lève du canapé, il se dépêche un peu d'aller ouvrir, et effectivement, derrière la porte,
c'est bien la personne qui a loué. Et il l'a fait entrer, il lui dit ben oui, entrez, dites-moi ce qui se passe. La personne lui dit ben on va s'asseoir sur le canapé, il faut que je vous parle sérieusement. Théo il commence un peu à bader, un peu à flipper parce qu'il se dit mais il va quoi, il va me cambrioler, il va me tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, la personne lui dit écoutez, on a passé de belles vacances dans votre appartement, je prends de très gros risques en venant chez vous ici et en discutant avec vous, parce qu'en fait, pendant notre séjour, on a fait une terrible découverte dans votre appartement. Le père de famille lui dit vous savez, dans votre salon, il y a une trappe qui mène au grenier. Et en fait, nous, on pensait que c'était la seule trappe de la maison. Eh bien, figurez-vous qu'on a découvert une autre trappe dans une autre pièce. Cette trappe, elle est bien plus petite, on ne savait pas trop à quoi elle servait. Du coup, on s'est permis, alors désolé, mais on s'est permis de l'ouvrir. Et malheureusement, on n'a rien trouvé. Mais c'est un soir, au beau milieu de la nuit, lorsqu'on dormait, on a été réveillé par des bruits assez particuliers qui provenaient du mur. Et en fait, ça s'est déroulé le lendemain où on vous a envoyé le message pour savoir si les voisins étaient bruyants, etc. Parce que ça faisait plusieurs nuits qu'on entendait des voix qui provenaient du mur. Et cette fameuse nuit, lorsqu'on a été réveillé, c'est parce qu'il y a eu des gros coups contre le mur avec de nombreuses voix et qu'à un moment, cette fameuse petite trappe s'est ouverte. Mes enfants ont commencé à hurler et à pleurer de peur. J'ai couru dans la chambre parce que c'était dans leur chambre pour voir ce qui se passait. Et ça pourrait être pire, mais c'est assez space. Le père de famille lui raconte qu'en fait, il a discuté avec la personne qui était debout dans la chambre et qui lui a dit en gros, eh bien écoutez monsieur, je suis là, ne vous inquiétez pas, on ne veut pas de mal à vos enfants ou même à vous ou quoi que ce soit. On a juste besoin de transiter des marchandises d'un point A à un point B. Et pour ça, on le fait via un tunnel qu'on a créé qui arrive, malheureusement, derrière les murs de votre maison. Et pour ressortir les marchandises de ce tunnel, en fait, la sortie, c'est cette petite trappe qui arrive dans la maison. On sort les marchandises de là et ensuite, on en fait ce qu'on veut. On sait que cette maison est très peu habitée, c'est assez rare qu'il y ait des gens. Donc on s'est permis de faire ça, mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, on ne vous veut pas de mal. Quand le père de famille dit ça à Théo, Théo, il est là, mais what? J'ai un appartement qui est en gros squatté parce qu'il comprend très vite de quoi il s'agit. Les fameuses marchandises, c'est pas du poisson surgelé ou de la viande, c'est des substances illicites. En gros, c'est un trafic et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. La première, c'est qu'il se dit, je suis entre guillemets complice d'un trafic de stupéfiants et de substances illicites. Et la deuxième, c'est un déclic. Il comprend probablement pourquoi la première famille n'a plus jamais donné de nouvelles. Peut-être qu'elle a croisé ces gens, que ces gens l'ont menacée, ou même pas, mais qu'elle n'a pas voulu donner de nouvelles pour pas avoir de représailles ou de menaces ou je ne sais quoi. Ce qui est parfaitement compréhensible, et qu'ils ont juste préféré disparaître comme si de rien n'était. Bon, pour Théo, c'est assez particulier à entendre ce genre de choses. Il dit, ok, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Est-ce que déjà tout le monde va bien chez vous? Le père de famille le rassure, il lui dit parfaitement, tout le monde va bien. Notre ami Théo est soulagé et il lui dit, mais ok, merci de l'information, je vais voir ce que je peux faire. J'espère toutefois que vous avez passé un bon séjour. Les deux hommes continuent de discuter pendant plusieurs minutes et à la fin de la discussion, l'homme repart de la maison. Pendant la nuit, Théo n'arrive pas à dormir, il essaye de penser à ce qu'il peut faire. Il décide d'appeler la police le lendemain matin pour leur expliquer et juste leur dire, voilà, dans ma maison, il y a un tunnel qui sert à un trafic. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les policiers lui demandent toutes sortes d'informations et ils lui indiquent qu'ils vont mener une enquête. C'est plusieurs mois plus tard que Théo a enfin une réponse à une question qu'il se posait. C'est pourquoi la première famille n'a plus jamais donné de nouvelles. Parce qu'en fait, pour les besoins de l'enquête, la police a contacté cette famille, leur a demandé comment était leur séjour, est-ce qu'ils ont entendu des choses, est-ce qu'ils ont vu des choses. Et là, la famille n'a pas trop eu le choix de répondre. Et effectivement, c'est bien ce que Théo pensait. La famille a fait face à ces personnes, donc aux trafiquants, et les parents, pour être sûrs de ne pas avoir de représailles, de menaces ou quoi pour leurs enfants, ils ont décidé de disparaître comme des petites fleurs et de ne jamais rien dire à Théo. Bon, malheureusement, la suite de l'enquête, elle n'a pas mené à grand chose. Apparemment, les personnes n'ont pas pu être appréhendées parce qu'il n'y avait pas assez d'indices, il n'y avait pas d'empreintes ou quoi que ce soit, parce qu'ils prenaient vraiment beaucoup de précautions. Mais pour Théo, ça a quand même été une expérience assez bizarre parce que vous vous dites, ok, j'ai un appartement, j'ai une famille qui quitte sans rien dire, et là, j'ai une autre famille qui vient m'expliquer que mon appartement sert à un trafic, qu'il y a des gens qui se pointent au milieu de la nuit dans une des chambres où les enfants dorment. C'est hyper bizarre non seulement pour Théo, mais également pour les familles. Et lui, il est bien content que personne n'ait été blessé ou menacé ou quoi que ce soit. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il se méfiera un petit peu plus lorsqu'il fait le tour du propriétaire. La deuxième histoire, vous allez voir, elle est assez rapide, elle va aller assez vite, mais elle est pas mal angoissante. Cette histoire, c'est notre amie Jade qui nous la raconte. À ce moment-là de sa vie, Jade, elle vit sa meilleure vie. Ça fait beaucoup de fois le mot vie dans la même phrase, je suis désolé. Elle a un superbe appartement en campagne. C'est un coin relativement tranquille. Au niveau professionnel,
Tout se passe bien au niveau social également. Elle est célibataire, elle a 2 chats à la maison, franchement elle vit sa meilleure vie. Un fameux soir, en rentrant du travail, Jade remarque devant sa porte une sorte de petite boîte. En s'approchant un petit peu plus, il s'agit en réalité d'un colis. Elle le prend, elle rentre chez elle, elle verrouille la porte, elle enlève son manteau et elle regarde d'un petit peu plus près ce fameux colis. Elle voit qu'il n'y a ni étiquette, ni nom, ni prénom, ni adresse. Bon, elle se dit c'est certainement une connaissance qui m'a apporté quelque chose. Elle ouvre le colis et à l'intérieur, il y a un tout petit sachet avec des biscuits. Bon, Jade, elle est refaite, elle se demande quand même pourquoi est-ce qu'elle a le droit à des biscuits aujourd'hui, parce que c'est ni son anniversaire, ni Noël, ni je ne sais quelle fête. Mais bon, elle va pas se plaindre, elle prend les biscuits, elle les sort et elle jette le carton. Elle continue sa soirée comme si de rien n'était, elle fait une petite soirée Netflix et le lendemain, elle va au travail. En arrivant sur les lieux, elle nous raconte qu'elle espère secrètement une chose. En fait, Jade, depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, elle a flashé sur un de ses collègues. Et elle espère que ce collègue viendra lui dire « Écoute, est-ce que tu as reçu mes biscuits? Est-ce qu'ils t'ont plu? Est-ce que tu les as trouvés bons ?» Mais malheureusement, plus les heures passent dans la journée, plus elle est déçue, parce que ce collègue ne s'est jamais approché d'elle. Bon, là, elle revient un peu à la raison, elle se dit « C'est pas lui qui m'a offert ces biscuits, je voudrais bien savoir qui c'est quand même. » C'est pas grave, je vais continuer ma journée. Le soir, à 18 h, lorsqu'elle rentre chez elle, il fait déjà tout nuit à l'extérieur. Elle arrive devant sa porte d'entrée et elle remarque qu'il y a un autre colis. À nouveau, cette fois-ci, elle regarde le colis, il n'y a toujours pas d'adresse ni d'étiquette. Elle l'amène à l'intérieur, elle l'ouvre et elle voit que dans celui-ci, il y a une sorte de petite peluche. Bon, ok, c'est une peluche, c'est plus ou moins mignon, mais la question est toujours la même, qui est la personne qui lui envoie ces colis? Parce que s'il n'y a pas d'étiquette, ça peut pas être le facteur qui vient déposer le colis, c'est de toute façon une personne, un individu qui vient le déposer devant chez elle, et cet individu, elle ne sait pas qui c'est. Elle sort la peluche du carton et à nouveau, elle continue la soirée. Le lendemain, rebelote, lorsqu'elle arrive chez elle, elle voit un carton, mais cette fois-ci, l'objet qu'il y a à l'intérieur est un petit peu plus glauque. Cette fois-ci, c'est ni un paquet de biscuits, ni une tablette de chocolat, ni une peluche, mais c'est un petit couteau. Bon, là, elle se dit un petit couteau, c'est particulier quand même comme objet si on veut draguer quelqu'un, parce qu'elle, en fait, dans sa tête, elle se dit c'est quelqu'un qui m'admire, qui m'aime, qui m'apprécie et qui veut attirer mon attention ou peut-être même me draguer. Donc m'envoyer un couteau, c'est un délire assez chelou. Bon, là, elle le laisse dans le carton, elle décide de mettre ça un peu de côté, de continuer sa soirée et d'aller dormir. Le lendemain matin, elle se lève, elle va au travail, et cette fois-ci, elle termine un petit peu plus tard. Elle avait beaucoup de travail, c'est vers 20 h qu'elle termine son travail, et vers 20 h 30, elle arrive à la maison. Comme à son habitude, un petit colis l'attend devant la porte, elle le rentre, elle enlève son manteau, elle se pose sur le canapé, et elle ouvre ce colis. Lorsqu'elle voit ce qu'il y a à l'intérieur, Jade se met à pleurer, à trembler, à être complètement pétrifiée parce qu'en fait, ce colis ne contient pas une peluche ou quelque chose comme ça. Il contient en réalité un livre et ce livre, elle le connaît parfaitement. Pourquoi est-ce qu'elle le connaît parfaitement ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, c'est le livre qui est présent sur sa table de nuit qu'elle lit ces derniers jours. Une fois qu'elle remarque ça, elle se lève, elle court en direction de sa chambre à coucher pour vérifier si son livre est toujours sur la table de nuit. Et là, elle fond en larmes, elle est complètement paniquée lorsqu'elle remarque que le livre est absent de la table de nuit. Bon, la première réflexe, c'est de prendre son téléphone, d'appeler sa meilleure amie, de lui dire immédiatement de venir chez elle parce qu'il y a un truc très bizarre qui est en train de se passer. Et malheureusement, elle n'a pas le réflexe d'appeler la police pour les avertir. Elle a une autre chose qui lui vient en tête. Elle se dit, ok, j'ai une caméra qui traîne à la cave, je vais aller la mettre dehors, la cacher dans un buisson pour voir si demain, la personne revient déposer un colis. Et comme ça, je peux voir de qui il s'agit et à quel moment de la journée il vient. C'est ce qu'elle fait, mais pour ça, elle attend que sa meilleure pote arrive. Une fois qu'elle est arrivée, elle lui dit, écoute, on va sortir, on va poser cette caméra dans un buisson et il faut absolument que tu restes avec moi. C'est ce qui se passe, au bout de 10 minutes, sa meilleure pote arrive, elles installent cette caméra et elles vont se coucher. Le lendemain matin, les deux femmes se réveillent pour aller au travail, mais en sortant de la maison, elles sont très effrayées lorsqu'elles remarquent qu'il y a un colis devant la porte. Là, elles se disent, on s'en fout du travail, c'est le dernier de nos soucis, le colis, on le laisse dehors parce qu'on ne sait pas ce qu'il va contenir. Par contre, on court en direction de la caméra, on la prend, on la ramène à l'intérieur, on verrouille toutes les portes, toutes les issues, etc. On se met dans le noir complet et on analyse la carte mémoire pour voir si elle a filmé quelque chose. Et croyez-moi, mes amis, lorsqu'elles ont vu ce qu'il y avait sur la caméra, elles ont bien flippé. Jade prend la carte mémoire, elle la connecte à son ordinateur portable et elle va dans le dossier qui contient toutes les images et toutes les vidéos enregistrées par la caméra. Elle la lance, elle la met en accéléré parce que voilà, il y a plusieurs heures d'enregistrement et à un moment, elle remarque une activité assez suspecte. Au milieu de la nuit, c'est précisément à 4 h du matin, qu'il y a une silhouette qui s'approche de chez elle. Cette silhouette dépose une boîte devant la maison, donc un colis,
Et elle se tient là pendant 1 heure complète, elle est fixe devant la porte, elle ne fait rien, et au moment de partir, elle regarde en direction de la caméra, elle la fixe pendant 1 minute 30, et malheureusement, on ne distingue pas son visage, parce que la personne a un grand masque blanc avec des gants. Une fois qu'elle a fini de fixer la caméra, la personne se retourne et elle part. Quand elle voit ça, les deux femmes sont horrifiées, elles sont pétrifiées, elles sont vraiment apeurées comme jamais. Elles appellent immédiatement cette fois-ci la police pour les avertir. Et l'officier au bout du fil lui dit bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, on va faire le nécessaire. Si vous vous sentez en danger, dites-le nous et nous on interviendra à ce moment-là. Alors je suis pas certain que la réaction des policiers était très appropriée dans une telle période, dans un tel moment, mais pendant les jours qui suivent, il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que la meilleure amie de Jade, donc celle qui était là avec elle, elle a décidé de venir habiter chez elle, pour être sûre que si jamais il se passe quelque chose, au moins elles seront deux. Et heureusement pour elle, il n'y a plus jamais eu de colis devant la porte et personne ne leur a voulu du mal. Dans le sens, personne n'a essayé d'entrer ou voilà, de s'en prendre à elle. Maintenant, il y a deux questions qu'on peut se poser. C'est qui est cette fameuse personne qui amène des colis? Et la deuxième, c'est quand est-ce que la personne s'est introduite chez elle pour prendre le livre qui était sur sa table de nuit pour aller le livrer après sous forme de colis devant chez elle. Donc rendez-vous compte, ça veut dire qu'il y a cette personne qui à un moment donné s'est introduite chez Jade, qui a pris le livre et qui l'a emballé dans un colis et qui lui a livré. Il y a encore une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Jade a tenu à rester dans cet appartement avec sa pote? Parce que si le mec a pu prendre le livre, c'est que forcément, il a un moyen d'accès à l'appartement. Alors, est-ce que c'était un jour où Jade a oublié de verrouiller sa porte? Est-ce qu'il est entré par une fenêtre qui n'était pas fermée? Est-ce qu'il a un autre moyen que personne ne connaît pour rentrer dans l'appartement? Ça, on ne saura jamais. En tout cas, pas maintenant, parce qu'on n'a toujours pas le résultat de l'enquête. Et toutes ces questions, malheureusement, on n'a pas les réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Concernant le pourquoi Jade a décidé de rester dans l'appartement, tout simplement, je pense c'est qu'elle ne réalisait pas à ce moment-là ce qui était en train de se passer. Et surtout que, pour partir d'un appartement, il faut un endroit où aller. Sa meilleure pote aurait pu lui dire tu viens chez moi, c'est toi qui viens habiter chez moi parce que comme ça on sera safe. Malheureusement elle ne l'a pas fait. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais cette histoire, moi, j'ai trouvé vachement angoissante parce que, imaginez, vous recevez des colis, vous vous dites, c'est une personne qui m'admire, etc. C'est un admirateur secret, jusqu'au jour où vous vous rendez compte qu'en fait, dans le colis, il y a un objet qui était sur votre table de nuit, ce qui signifie que la personne s'est introduite chez vous et que peut-être, actuellement, elle est en train de vous observer depuis un placard ou je ne sais quoi. Ça, mes amis, ça doit juste être absolument terrifiant à vivre. Et on est parti pour l'histoire du jour. Mes amis, dans cette histoire, tout commence lorsqu'Hugo a 23 ans et qu'il veut adopter un chat. Alors vous qui êtes aussi peut-être l'heureuse ou l'heureux propriétaire d'un chat, vous savez que ces animaux sont assez particuliers parfois. Ils n'en font qu'à leur tête, en tout cas c'est le cas pour mon chat Pookie, c'est un roi dans la maison. C'est lui qui décide quand on peut le câliner, quand il veut sortir, quand il a faim, quand il veut qu'on s'occupe de lui, enfin bref, c'est lui qui dirige absolument tout. Eh bien le chat d'Hugo, vous allez voir, il est un petit peu pareil. Dites-moi vous dans les commentaires si c'est le cas aussi pour vous. Alors en réalité j'ai dit que c'était Hugo qui voulait adopter un chat, mais il n'est pas tout à fait seul. Effectivement, Hugo partage sa vie avec quelqu'un et c'est le couple en fait qui a décidé d'adopter un chat. Parce que voilà, ils viennent d'emménager dans une grande maison avec un grand jardin, ils sont les deux, ils ont envie d'avoir un petit peu d'animation dans la maison. Et surtout, ils ont chacun de leur côté toujours été fans des chats, donc pourquoi pas en prendre un en couple. Bon, c'est exactement ce qu'il se passe. Durant plusieurs semaines, Hugo et sa copine vont visiter des élevages jusqu'à ce qu'ils tombent sur la perle rare. Quand ils ont vu ce petit chat, ils sont tombés absolument red dingue, ils ont eu le coup de foudre et là il n'y avait plus aucun doute, c'est ce chat qu'ils vont adopter. L'histoire continue quelques semaines plus tard lorsque le chat a atteint 3 mois, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais un chat, normalement, il ne peut pas quitter ses parents avant 3 mois, parce qu'il n'est pas complètement sevré, enfin ça peut créer toutes sortes de problèmes. Et dès le premier jour où le chat est dans la maison de Hugo et de sa chérie, eh bien il nous raconte que c'est devenu le paradis. Parce qu'en fait, pour le couple, non seulement il y avait l'excitation d'avoir une nouvelle maison avec un très grand jardin et vraiment comme il l'imaginait à la base, et en plus de ça, il y a la présence d'un petit chat, d'une petite boule de poil dans la maison. Et c'est juste incroyable. Moi, je me rappelle les premiers jours où on a eu Pookie, c'était vraiment adorable. Je m'en souviens même de la première nuit où je me suis dit, je regrette de l'avoir adopté tellement je ne pouvais pas dormir. Il courait partout, il me sautait dessus, enfin c'était vraiment atroce. Mais heureusement, ça n'a duré qu'une seule nuit. Eh bien, là, Hugo et sa copine nous racontent qu'ils ont vécu un petit peu la même chose que moi. Eux, malheureusement, c'était pendant une semaine et pas qu'une seule nuit. Mais bon, à partir de plusieurs jours, le chat s'est calmé, il a pris ses repères et pendant la nuit, eh bien, il faisait comme ses parents. Il dormait. Un fameux jour, Hugo et sa copine se réveillent, ils prennent un petit déjeuner et partent au travail. Pendant toute la journée, ils effectuent leurs tâches, chacun de leur côté, dans leurs entreprises. Et c'est vers 18 h que le couple se rejoint chez eux. Comme d'habitude, Hugo, c'est le premier à rentrer. Il ouvre la porte et là, comme tous les jours,
il se réjouit de voir son chat parce qu'il vient tout le temps lui dire bonjour à la porte, mais malheureusement, ce soir-là, il n'y a aucune trace du petit chat. Bon, il se dit, ce glandu, peut-être qu'il est en train de dormir à quelque part dans une armoire ou peu importe. Je vais essayer de le trouver. Il enlève ses chaussures, il enlève sa veste, il fouille toutes les pièces du premier étage. Malheureusement, aucune trace du chat. Il monte les escaliers, il va voir dans toutes les chambres du haut, et là, il ne le trouve toujours pas. Bon, il se dit, il y a un endroit où il peut être, et je sais qu'il est déjà allé par le passé, c'est dans la cave. Hugo allume la lumière, il descend les escaliers, et malheureusement, il ne trouve toujours rien. Bon, là, il se dit, c'est quand même bizarre, j'ai absolument tout fouillé. Le seul endroit où il peut être, c'est dans le jardin. Mais c'est relativement bizarre, parce qu'habituellement, le chat va dans le jardin pour s'amuser, mais ensuite il rentre. C'est très très rare, voire il n'est jamais allé dans le jardin pour dormir, se coucher dans l'herbe, ou faire ce genre de truc. Mais bon, pour éliminer tous les doutes, Hugo ouvre la baie vitrée, il regarde un petit peu dans le jardin, et là, toujours aucune trace. L'inquiétude commence un petit peu à augmenter chez Hugo parce qu'il se dit mais en fait je ne trouve pas mon chat, il est nouveau dans la maison, peut-être qu'il ne connaît pas vraiment encore l'environnement, mais surtout peut-être qu'il s'est perdu. Et là il commence vraiment à stresser. Au même moment sa copine rentre à la maison, il va vers elle et lui dit chérie je ne trouve pas le chat. Et elle lui dit mais attends il est peut-être caché quelque part dans une armoire, dans un lit ou peu importe. On va secouer une petite boîte de croquettes et tu verras, on va l'entendre descendre en courant. Elle va dans la cuisine, elle prend sa petite boîte de croquettes, elle secoue, mais malheureusement, aucune trace du chat. Bon, là, elle dit à Hugo, ouais, en fait, t'as peut-être raison, peut-être qu'il s'est perdu, faudrait peut-être qu'on entame les recherches avant que la nuit, elle tombe. Et c'est exactement ce que le couple va faire. Ils cherchent un petit peu dans le quartier, voir s'il n'y a pas une trace du chat, mais malheureusement, au bout d'une heure de recherche, la nuit tombe, et ils n'ont toujours aucune nouvelle. Bon, là, ils sont vraiment inquiets. Ils rentrent à la maison et ils ont la bonne idée de commencer à créer des affiches pour aller les placarder dans le quartier. En gros, il y aura la photo du chat, le numéro de téléphone à contacter en disant « chat perdu, si vous le voyez, appelez-nous ». Ils créent ces affiches, ils en impriment une vingtaine et ensuite, ils vont les placarder un petit peu partout dans le quartier. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul espoir, c'est que quelqu'un voit le chat, qu'il ait vu l'affiche auparavant, qu'il s'en souvienne, qu'il le prenne et qu'il appelle le couple. Bon tout ça, ça a un petit peu cassé l'ambiance pour la soirée. Je vous avoue que le couple ne se sent pas très très bien. Parce qu'en plus, ils ont la culpabilité de se dire, mais il est tout petit, il a 3-4 mois, dans la nature tout seul, il n'a jamais connu ça, donc ça peut probablement mal se passer. Mais bon, ils essayent de combattre un petit peu leurs émotions, de ne pas se laisser emporter, parce que voilà, ça fait que quelques heures que le chat n'est plus là. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'un voisin va le croiser ou avoir des nouvelles. Le couple prend le repas, et à la fin de celui-ci, ils se posent sur le canapé du salon. Ils regardent la télévision ensemble, et au bout d'environ 1h30, Hugo tourne la tête parce qu'il a entendu un petit bruit. Ce petit bruit, il ne l'avait jamais entendu auparavant. C'est comme si quelque chose tapait contre la vitre. Et en tournant la tête, il distingue une toute petite ombre sur la terrasse. Et mes amis, devinez qui c'est? C'est le petit chat. Ouf! On est sauvé, la petite boule de poil vient de rentrer et visiblement elle s'était bel et bien perdue à l'extérieur parce qu'en fait elle est sur la terrasse, la baie vitrée est complètement fermée et le premier réflexe que la copine d'Hugo a, c'est de se lever et d'ouvrir la porte pour que le chat puisse rentrer. Là vraiment il est dans un état, il est complètement mouillé, il a assez froid. Ils le prennent vers eux sur le canapé et là ils lui font toutes sortes de papouilles, ils le sèchent, ils lui font plein de câlins et plein de bisous et eux qui avaient commencé à regarder la télévision à deux, finissent à 3 avec le petit chat entre eux. Donc j'ai envie de dire, tout est bien et qui finit bien. Mais malheureusement, vous allez voir que l'histoire n'est pas terminée. À partir de ces événements, Hugo il a pris une décision qui est assez maligne. En traînant un petit peu sur internet, sur TikTok, sur Facebook et tous les réseaux sociaux, de plus en plus de publicités concernant des superbes colliers pour chats lui sont proposés. La particularité de ces colliers, c'est qu'en fait, ils contiennent une toute petite puce GPS qui est connectée au téléphone du propriétaire et celui-ci peut, via une application mobile, voir en temps réel où se trouve son chat. Comme ça, il n'y a plus de moments de frayeur comme le couple a vécu où « Oula, il est où le chat? Où est-ce qu'il est passé ?» Donc bien évidemment, Hugo, ça lui tient à cœur, il sort sa carte de crédit, il clique sur une publicité et il achète ce superbe collier. Quelques jours plus tard, il reçoit un collier à la maison. Il le déballe et là, il est magnifique. Il est exactement à la taille de son chat. Il l'appelle avec un petit paquet de croquettes et il lui met son tout nouvel accessoire. Bon, au moins maintenant le couple est sûr, le chat ne disparaîtra plus jamais. Et l'histoire reprend. Un fameux jour, on a alors vendredi, Hugo et sa copine rentrent du travail et aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que ce soir, ils partent pour un magnifique week-end. Hugo a réservé un superbe hôtel pour l'anniversaire de sa copine. Ils rentrent à la maison, ils font leur sac et prennent la voiture en direction de cet hôtel. Pendant le week-end, il ne faut pas oublier le chat. Donc qui va s'en occuper? C'est tout simplement
la mère d'Hugo. Arrivés à l'hôtel, les deux amoureux passent une excellente soirée et c'est vers 2 h du matin qu'ils vont se coucher. À ce moment-là, Hugo nous donne un détail. Lorsqu'il a acheté le collier, eh bien lui et sa copine se sont dit mais en fait, on pourrait laisser l'accès libre à la terrasse au chat en installant une chatière dans la vitre. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est un trou avec une petite porte où le chat peut passer à travers. Comme ça, eh bien, quand il le souhaite, il peut sortir un petit peu dans le jardin, explorer le quartier. Et nous, avec notre téléphone, on peut exactement situer où il est. Donc, ils ont fait installer ça. Et justement, avant de s'endormir dans l'hôtel, eh bien, Hugo, il a eu le petit réflexe d'ouvrir son application et de voir si le chat était dans la maison. Et c'est le cas. Apparemment, le chat est dans le salon, sur le canapé, en train de dormir. Bon, bah parfait, les deux amoureux passent une excellente nuit. Le lendemain matin, ils se réveillent, ils vont prendre le meilleur brunch. L'après-midi, c'est dédié au spa et à la piscine. Comme ça, eh bien ce soir, ils pourront profiter d'un bon restaurant, d'une dernière soirée en amoureux, et le lendemain matin, prendre la route assez tôt. En fin de journée, ils rentrent dans la chambre, ils s'habillent pour aller au restaurant, et une fois qu'ils sont là-bas, ils reçoivent un appel. Au bout du fil, c'est la maman de Hugo qui est toute paniquée, lui dit « Mais Hugo, je ne trouve pas le chat, où est-ce qu'il est? Il est parti, il a fugué, il est perdu, il faut absolument rentrer. » Hugo lui dit « Maman, pas de panique, maintenant avec la technologie, on peut savoir où le chat se trouve. On a une application, donc je vais raccrocher, je vais vite fait aller voir sur l'application où se trouve le chat, et une fois que j'ai l'indication, bah, je te rappelle. » C'est exactement ce qu'il fait, il ouvre l'appli, et là effectivement, il voit que son chat n'est plus dans la maison, mais qu'il est à un petit kilomètre. Bon, bah c'est assez bizarre parce que le chat il est quand même petit, il est relativement jeune, 1 kilomètre c'est beaucoup. Donc bon, il voit le chat, il rappelle sa maman, il lui dit écoute, le chat, effectivement il n'est pas dans la maison, c'est normal que tu ne le vois pas. Il est à 1 kilomètre, on le voit, il bouge, donc il n'est pas mort. Ce que je te propose, c'est que tu mettes les croquettes et l'eau comme convenu, tu rentres chez toi et en fin de soirée, on regarde si nous il est revenu dans la maison via l'application. La mère n'est pas très pour l'idée, mais bon, elle accepte. Et effectivement, à la fin de la soirée, Hugo, il reprend le téléphone, il ouvre l'application pour voir où se situe le chat. Et là, heureusement, il est revenu à la maison. Il envoie un message à sa mère pour l'avertir, tout le monde est soulagé, la soirée peut continuer, et tout se passe extrêmement bien. Le lendemain, lorsque le couple est rentré à la maison après de nombreuses heures de trajet, le chat n'est pas à la maison. Hugo prend son téléphone et il remarque que le chat est de nouveau à 1 kilomètre plus loin, au même endroit où il était la veille. Hugo dit à sa copine, écoute chérie, est-ce que ça te dirait pas qu'on ait cherché le chat à 1 kilomètre? Déjà après ces nombreuses heures passées en voiture, ça va nous dégourdir un peu les jambes. Et comme ça on peut voir ce qu'il y a à ces fameux 1 kilomètre, parce que hier il était au même endroit, aujourd'hui aussi, peut-être qu'il a trouvé d'autres chats, peut-être qu'il a vu des potes. Donc allez, mets tes chaussures, et on va aller le chercher. En se rapprochant de l'endroit, Hugo a sur son téléphone la position exacte du chat, il le voit bouger mais pas trop. Et à ce moment-là, le couple arrive gentiment dans un endroit où il y a plein de petites cabanes en bois avec une très grande maison au milieu. Ces maisons, elles ont l'air d'être relativement anciennes et surtout abandonnées et dans un très mauvais état. Et selon l'application, le chat de Hugo et de sa copine se trouve dans la grande maison qui se trouve au centre. Bon, là la copine d'Hugo le regarde en mode ouais, rentrer dans une maison comme ça, c'est pas trop ce que je préfère, mais voilà, on va aller chercher le chat, on le prend, puis on dégage. Le couple avance, et très vite, à partir de l'entrée de la maison, une odeur absolument terrifiante se dégage. C'est carrément irrespirable, ils doivent presque se pincer le nez parce que ils sont à 2 doigts de s'évanouir. Là, à partir de là, Hugo, il a un mauvais pressentiment. Ils continuent les deux d'avancer dans la maison, mais très vite, ils tombent sur quelque chose de très très glauque. Par terre, il y a des taches qui semblent être du sang. C'est des grosses taches rouges foncées, un petit peu sèches. Et à partir de là, la copine d'Hugo lui dit « Mais là, vraiment, j'ai un très mauvais pressentiment. Je ne sais pas ce qu'on va trouver au bout. L'odeur plus le sang par terre. Je vais pas te faire un dessin. » Hugo reprend son téléphone, il vérifie. Le chat est à quelques mètres devant eux. Ils essayent de l'appeler, mais malheureusement, celui-ci ne vient pas. Ils continuent d'avancer dans la maison lorsqu'à un moment, ils découvrent encore quelque chose de plus glauque. Et ce quelque chose, c'est le corps d'un très grand chien qui est par terre, qui gît dans une mare de sang. Ça semble relativement sec, donc ça n'a pas l'air d'être très récent. Et à côté, qu'est-ce qu'on voit? Le petit chat qui est couché, en train de sniffer le cadavre de ce pauvre chien. Bon, là, Hugo, il lui dit « Gros, t'es en train de sniffer un cadavre ». Il le chope par le ventre, il le prend dans ses bras, et là, les deux amoureux quittent la maison. En sortant de celle-ci, sur le chemin du retour, la copine d'Hugo lui dit « Mais chérie, un chien, quand ça meurt de cause naturelle, généralement, il n'y a pas toute cette mare autour. Est-ce qu'on n'appellerait pas le vétérinaire ou la police ou je ne sais qui, juste pour les prévenir de ce qu'on vient de découvrir et qu'ils puissent nous donner un peu des renseignements? Je sais pas, ça peut être bizarre comme situation. » Hugo lui dit « Ouais,
ça pourrait être une bonne idée, je ne connais pas du tout les procédures. La première personne qu'on peut appeler, c'est le vétérinaire du village pour qu'il nous dise un petit peu quoi faire. C'est ce qu'il fait, il appelle le vétérinaire de garde et il lui dit, ben voilà, on vient de trouver le cadavre d'un chien dans une maison abandonnée, il y avait quand même beaucoup de sang autour, on doit faire quelque chose. Et là, le vétérinaire va dire quelque chose à Hugo qui va le mettre un petit peu mal à l'aise. Il lui dit, ben, monsieur, merci beaucoup pour votre appel. En sachant ce qui se passe un petit peu dans la région, ce que je vous propose, c'est d'appeler la police pour leur transmettre ce que vous avez vu. Et eux, ils pourront probablement mieux vous indiquer quoi faire que moi. Hugo ne pose pas plus de questions que ça, il dit, ok, très bien, je vais les appeler. Merci et bonne soirée. Il compose le numéro de la police, il indique ce qu'il a vu à l'officier, et la première réaction de l'officier, c'est de lui dire, veuillez me donner assez rapidement l'adresse, qu'on puisse s'y rendre avec une patrouille. Bon, bah Hugo, il lui donne l'adresse, etc. Il explique là où c'est, et la conversation se termine là. Ils arrivent enfin à la maison, ils nettoient vraiment bien le petit chat, parce qu'il était quand même à côté d'un cadavre, enfin, c'est assez glauque. Ils passent la soirée tous ensemble dans le salon, et tout se passe à merveille. C'est à la fin de la semaine, donc quelques jours plus tard, que Loïc et sa copine vont comprendre en fait ce qu'ils ont vu dans cette maison, et surtout, ce qu'ils n'ont pas vu. Quelques jours plus tard, lorsque Hugo rentre du travail, il prend le courrier dans la boîte aux lettres et pendant le repas, il est en train de feuilleter le journal. Lorsqu'à un moment, il tombe sur une page complète qui est dédiée à une sordide affaire et cette affaire, elle a lieu dans leur village. La police, après de nombreux jours et nombreuses semaines d'enquête, a enfin résolu un mystère parce qu'en fait, il y a une personne qui a perdu la vie dans le village de façon très bizarre. Tout laissait croire à un homicide et, mes amis, ce qu'Hugo et sa copine ont vu dans la maison, en fait, c'était un deuxième homicide. Parce que ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, ils ont croisé le cadavre du chien, mais dans la pièce derrière, et c'est ce qui expliquait en partie l'odeur nauséabonde qu'il y avait dans cette maison, c'est qu'il y avait également le corps du propriétaire. Il y avait énormément de blessures sur le corps, ce qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs et des policiers parce qu'ils se sont dit mais c'est exactement les mêmes blessures que la personne qui est décédée quelques jours avant. Et en prélevant de l'ADN, des échantillons, etc., ils ont pu mettre la main sur l'auteur de ces crimes. On n'en sait pas beaucoup plus, apparemment c'est un habitant du village qui est relativement jeune, dans la trentaine, qui est connu quand même pour avoir de gros problèmes mais très violent. Celui-ci a pu être interpellé sans problème, et à partir de là, on imagine qu'il a été jugé et incarcéré pour ce qu'il a fait. Et qu'il n'est probablement pas prêt de ressortir. Ce qui est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. En tout cas, on est super triste pour les deux personnes qui ont perdu la vie, plus le chien. Personne n'a rien demandé, c'est super triste je trouve. Imaginez, c'était peut-être une personne qui allait juste promener son chien comme ça, c'était un moment hyper joyeux, et tout s'est arrêté dans des conditions absolument atroces. En tout cas, la seule chose de positive qu'on peut retirer de cette histoire, c'est que rien n'est arrivé à Hugo, sa copine, ni au petit chat. Aujourd'hui, toute la petite famille va très bien, et qu'ils sont super heureux.